Vous êtes sur Radio S'enchaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Oui, Tisane Philo Vincianisme 33. Dans cette nouvelle version plus courte, en compagnie de Jean-Luc Ardit à la technique et moi-même au micro, nous allons traiter en première partie de Gilles Deleuze et la géographie. Et en deuxième partie, je vous propose d'envisager une convergence possible entre la philosophe Maria Zambrano et mon ami Bento Spinoza. Et en troisième partie, en quelque sorte en prime, nous envisageons la perspective philosophique de comment vivre joyeusement dans un monde absurde. Chères auditrices, chers auditeurs, n'oublions jamais que la philosophie n'est qu'une boussole vers des vérités et non l'énoncé d'une quelconque vérité. Et comme l'exprimait Heidegger, de mémoire, notre destin ne peut pas être changé, mais il peut être défié. Chaque être humain naît comme plusieurs et meurt comme un seul. Oui, chaque être humain naît comme plusieurs et meurt comme un seul. Et notre rêverie radiophonique est un peu comme le dimanche de la pensée. Nous sommes des amatrices et des amateurs ornés de contentement. Et notre devise, aimer, comprendre, agir, exprime nos activités de pensée et d'imagination qui, de temps en temps, se dévoilent en étincelles, s'allumant au milieu de l'obscurité. De mon côté, j'ai une seule phobie, la phobie des phobies. Gilles Deleuze, donc, avec sa phrase « La pensée a une géographie avant d'avoir une histoire », nous invite à réfléchir à la manière dont la pensée est d'abord influencée par l'espace et le lieu, avant d'être façonnée par le temps et les événements. Je vais boire un peu le dos, je sens que ma voix est gutturale. Elle est bonne, cette eau fraîche. Alors, la géographie de la pensée, le lieu comme source d'inspiration. Pour Deleuze, les lieux où nous vivons et évoluons ont une influence profonde sur notre manière de penser. Les paysages, les villes, les maisons, les espaces naturels façonnent notre perception du monde et notre réflexion. Par exemple, grandir dans une ville animée par le mouvement et la diversité culturelle peut nous encourager à adopter une pensée ouverte et dynamique. L'ancrage dans le territoire aussi. La géographie de la pensée renvoie aussi à notre ancrage dans un territoire spécifique. Nos racines géographiques influencent nos valeurs, nos croyances et notre vision du monde. Un philosophe méditerranéen, par exemple, pourrait avoir une vision du monde différente de celle d'un philosophe nordique, en raison des différentes influences climatiques, culturelles et historiques de leurs régions respectives. C'est vraiment intéressant. Donc là, on regarde la pensée avant l'histoire, la primauté de l'espace sur le temps. Donc la primauté de l'espace sur le temps. En affirmant que la pensée a une géographie avant d'avoir une histoire, Deleuze suggère que l'espace prime sur le temps dans le développement de la pensée. La géographie est stable et présente, tandis que l'histoire est fluide et changeante, en plus très interprétative. Notre manière de penser est d'abord structurée par le lieu où nous nous trouvons avant d'être influencés par les événements historiques qui s'y déroulent. L'histoire, c'est un peu comme une seconde influence. Ce n'est qu'après avoir été ancré dans un lieu que la pensée commence à être façonnée par l'histoire. Les événements, les changements sociaux et politiques, les progrès technologiques et les révolutions culturelles viennent ensuite influencer et modifier la manière dont nous pensons. Par exemple, une pensée façonnée par un environnement rural peut être transformée par l'industrialisation et l'urbanisation au fil du temps. Dans Deleuze avec Guattari, cette fois Félix Guattari, il parle aussi de la philosophie nomade, qui est liée bien sûr à la géographie, au mouvement sur notre planète. Donc la pensée comme mouvement. Dans leurs travaux, Deleuze et Félix Guattari ont souvent exploré l'idée de la pensée comme mouvement, voyage et déplacement. La notion de philosophie nomade illustre l'idée que la pensée ne reste pas figée dans un lieu ou un cadre, mais se déplace, évolue et s'adapte en fonction des nouvelles géographies qu'elle rencontre, en fonction aussi évidemment de notre immigration.
Le rhizome, c'est une figure qui remplace celle de l'arbre parce qu'elle est moins hiérarchique, donc ils utilisent cette métaphore pour décrire la pensée. Donc, contrairement à l'arbre, comme je viens de dire, qui a une structure hiérarchique avec des racines profondes et une tige unique, le rhizome est une racine horizontale et tentaculaire qui peut s'étendre dans toutes les directions sans centre ou hiérarchie fixe. Cette métaphore souligne la nature décentralisée et interconnectée de la pensée. Et après, on a un point de l'application de la géographie de la pensée, donc dans l'éducation et la formation. Comprendre que la pensée en géographie peut transformer notre approche de l'éducation. Les environnements d'apprentissage, les lieux d'études et les contextes géographiques peuvent être utilisés pour enrichir et diversifier les processus de pensée. Dans l'urbanisme et l'architecture, les planificateurs urbains et les architectes peuvent également tirer parti de cette idée pour concevoir des espaces qui encouragent la réflexion, la créativité et l'interaction humaine, la résonance entre les êtres humains. La géographie de la pensée peut guider la création de lieux qui inspirent et stimulent intellectuellement et de façon un peu amoureuse. En conclusion, la phrase de Deleuze « La pensée en géographie avant d'avoir une histoire » nous invite à reconnaître l'importance de l'espace et du lieu dans le développement de notre réflexion. Avant même que les événements historiques n'influencent notre pensée, notre manière de percevoir et de comprendre le monde est d'abord façonnée par l'endroit où nous nous trouvons, comme on l'a dit tout à l'heure. Cette perspective ouvre de nouvelles voies pour comprendre comment notre environnement immédiat influence notre voyage cognitif et notre créativité et peut nous aider à sortir des bulles cognitives. Et en troisième partie, nous allons nous poser la question s'il est possible de vivre joyeusement dans un monde absurde. C'est une perspective philosophique, une parmi d'autres. Alors l'absurde, évidemment, on va citer tout de suite Albert Camus, qui est probablement le philosophe le plus emblématique de la question de l'absurde. Il décrit l'absurde comme le conflit entre notre désir de trouver un sens à la vie et l'indifférence silencieuse de l'univers. Pour Camus, la première étape est de reconnaître l'absurdité de la condition humaine. Cette reconnaissance ne doit pas mener au désespoir, mais à une prise de conscience libératrice. Si la vie n'a pas de sens préétabli, nous sommes libres de lui donner celui que nous voulons. Et donc on peut faire un petit chapitre qui s'appelle « La révolte et la liberté » parce que Camus prône la révolte contre l'absurde. La révolte n'est pas une rébellion violente, mais une attitude intérieure de défi envers l'absurdité. C'est le refus d'accepter le non-sens comme une défaite. En vivant avec cette révolte, nous embrassons notre liberté. Nous ne vivons plus selon des significations imposées, mais selon celles que nous créons nous-mêmes. Et là, dans Kierkegaard, c'est un peu le sceau de la foi. Søren Kierkegaard, bien que souvent associé à l'existentialisme chrétien, offre une perspective complémentaire. Face à l'absurde et au désespoir, il propose le saut de foi. Pour Kierkegaard, la vie est remplie de paradoxes et d'absurdités. La réponse est de faire un saut irrationnel vers la foi, non pas nécessairement religieuse, mais vers quelque chose qui transcende la logique humaine. Cela peut être un engagement profond avec une passion ou une cause ou une pensée. Alors là, évidemment, on arrive avec Nietzsche et son amour fati, l'amour du destin, on peut dire. Ouais. Pour Nietzsche, il ne suffit pas de supporter l'absurde, il faut l'aimer. Il fonce, lui. L'amour fati nous pousse à embrasser la vie dans toute sa totalité, ses joies comme ses souffrances. En acceptant et en aimant tout ce qui nous arrive, nous trouvons une sorte de joie tragique. C'est la célébration de notre propre puissance d'exister et de créer dans un monde sans but ultime. Et là, on va passer à Heidegger et son être au monde. Martin Heidegger parle de l'être au monde, Dasein. Il nous invite à vivre de manière authentique en reconnaissant notre propre mortalité. L'être pour la mort. L'être pour la mort. Plutôt que de fuir cette réalité, il nous pousse à l'accepter pleinement. Vivre authentiquement signifie embrasser notre existence entière,
avec ses contingences et ses absurdités, et trouver du sens dans notre façon d'être au monde. Donc, en conclusion, s'il faut mettre une conclusion, parce qu'il n'y a pas de conclusion dans la pensée, mais enfin, ainsi vivre joyeusement dans un monde absurde, c'est embrasser cette absurdité et en faire une force, que ce soit par la révolte et la liberté camusienne, le saut de foi kierkegaardien, l'amour fati-nietzschéen ou l'authenticité heideggerienne, chaque philosophe nous offre des outils pour non seulement survivre, mais aussi prospérer dans l'absurdité. Prospérer dans l'absurdité. En acceptant le caractère inévitable de l'absurde, nous ouvrons la porte à une existence relativement joyeuse, libre des contraintes, des significations imposées et pleine de notre propre créativité. Vous êtes sur Radio Shansen, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.